Bonjour à tous, nous sommes réunis à l'École de la nature et du paysage de Blois et du Centre de Loire autour de deux ouvrages, L'île et territoire de la pétrole, le paysage au cœur de la transition, du collectif PAP, et l'archipel des métamorphoses, la transition par le paysage, écrit par Bertrand Folléa. Nous voulons donc échanger et approfondir autour des relations entre paysage et transition qui font partie de plus en plus et entièrement aujourd'hui des enseignements qui sont diffusés dans cette école et dans toutes les écoles de paysage, j'imagine, et qui font partie depuis 15 ans de sujets de diplôme, au moins, d'abord sur l'érosion par rapport à la remontée du niveau de côte et les submersions marines, et puis on a vu cette année énormément sur l'agriculture, par exemple. Alors, nous avons prévu une présentation successive de chacun des ouvrages par leurs auteurs, suivie d'une table ronde, puis d'un débat avec la salle. Alors, la salle, elle est réelle, ici, la salle de conférence de l'école, avec la promotion diplôme d'état de paysage deuxième année, qui s'intéresse au grand territoire. Et puis, nous avons plusieurs salles virtuelles, des salles de classe de l'école, donc la promotion diplôme d'état de paysage première année nous écoute. Il y a aussi des promotions, des formations préparatoires, et puis la promotion diplômant DEF3 est aussi en lien. Et puis il y a des enseignants, et surtout, donc d'une part, nos invités, donc d'une part Christophe de Gruel, président d'Aglopolis, et d'autre part le collectif PAP. Il y a eu 35 invitations sur les 60 membres, donc il va être, j'imagine, largement représenté. Alors pour les élèves, je pense que ça peut vous intéresser de savoir que plusieurs étudiants sont membres du collectif PAP. Il y a Rémi Janin, que vous connaissez sans doute. Il y a Laura Novak, dont nous allons parler, puisqu'elle a énormément contribué à l'ouvrage qui va être présenté. Et puis, il y a Marion Courdoisy, qui est maintenant au réseau des grands sites de France. Et puis, tout récemment, donc Amélie Séné, que vous connaissez tous, puisqu'elle a été diplômée en fin d'année dernière et qui, aujourd'hui, travaille salariée pour le collectif PAP. Et puis, il y a deux enseignants, Bertrand Folléa et moi-même, Catherine Farrell. Et donc, sans attendre davantage, laissons tout de suite la parole à Lolita Voisin, notre directrice du département École de la nature des paysages, pour nous accueillir. Merci infiniment, Catherine. Merci à tous. Nous sommes très honorés de l'organisation de cet événement au sein de l'établissement, à moitié en présence et à moitié à distance, donc pour une organisation un peu complexe. Je tiens à remercier particulièrement Catherine pour l'organisation de ce moment. La question des transitions et plus largement la question de l'évolution de nos paysages, de nos pratiques, l'évolution évidemment aussi de toutes les données dans lesquelles nous vivons, le climat, les territoires, l'écologie sont au cœur de la pédagogie d'école. Et comme tu le rappelais, Catherine, sont de plus en plus au cœur des enseignements et aussi des diplômes, les diplômes de l'école qui sont pour nous comme des alertes aussi sur les sujets sur lesquels nous devons rester en mouvement. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'organisation de ce moment est essentielle pour nos étudiants. Et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir à l'école. Je ne vais pas prendre plus de temps pour surtout laisser la place au débat. Je vous remercie chacun d'être là, à distance, en présence. Merci encore Catherine et merci à nos invités. Bonne séance. Merci Lolita. Alors Christophe, puisque tu es notre invité d'honneur en quelque sorte, Christophe de Gruel, tu es président de la communauté d'agglomération de Blois, Aglopolis. Tu es conseiller municipal de la ville de Blois, notamment à la commission transition écologique, et puis aussi la commission qualité de vie des habitants. Tu es aussi membre de l'association des communautés de France, c'est-à-dire le réseau des intercommunalités, ADSF. Et c'est pourquoi ton avis nous sera très précieux au cours de ces échanges, puisque tu représentes de multiples maîtres d'ouvrage pour nous. Et puis tu es aussi, notamment pour les étudiants, ancien professeur de l'école de paysage, pour les cours notamment de politique territoriale.
Est-ce que tu peux alors, pour nous encourager, témoigner un petit peu de ton intérêt pour cette rencontre? Bien, bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous rejoindre. Alors évidemment, on est tous dans une situation un peu bizarre. On se croirait dans une dystopie entre les masques et les différentes caméras. Donc je suis ravi d'être là parce que alors je pense que les étudiants qui sont là me connaissent moins que ceux des années précédentes, mais je suis ravi d'être là parce que le paysage a toujours été une préoccupation dans le cadre de mon mandat électoral, et je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment d'élus qui s'emparent du sujet du paysage pour en faire un outil de transformation, un outil de transition territoriale. Il y a aujourd'hui peu d'élus qui comprennent les enjeux du paysage, qui comprennent la complexité de la notion de paysage. C'est quelque chose que je constate dans mon mandat ici à Blois, à la présidence de l'agglomération depuis maintenant 13 ans, donc j'ai un petit peu de recul. Et puis c'est quelque chose que j'ai pu constater régulièrement dans le mandat précédent à l'Association des communautés de France, où j'avais une délégation du conseil d'administration sur la thématique paysage et cadre de vie. Et dans ce cadre, j'ai participé à de nombreux groupes de travail au niveau du ministère de la Transition, à la Commission supérieure des sites perspectives et paysages, au jury de l'appel à projet plan paysage, au travail de la mission interministérielle pour la qualité de la construction publique en prévision de la rédaction d'un document spécifique sur le paysage. J'ai participé aussi au jury du Grand Prix du paysage, puisque nous avons la chance d'avoir le dernier lauréat du Grand Prix du paysage. Comment ça, non? Bertrand dit non. Mais si, tu as été Grand Prix du paysage quand même. C'est pas grave. Jacqueline aussi. Oui, Jacqueline aussi, oui, bah, je sais bien. Donc nous avons quand même la chance d'avoir dans cette école 2 grands prix du paysage enseignants. Donc c'est un privilège. Donc, et puis, cette question du paysage, elle est difficile à faire passer au niveau des élus, parce que cette notion du paysage, elle n'est pas identifiée comme une politique publique en tant que telle. On va parler d'aménagement du territoire, on va parler de planification urbaine, on va parler de planification territoriale, mais le terme paysage, il est peu employé. Et donc, moi, je plaide pour qu'il y ait une volonté politique qui fasse que les élus s'emparent du paysage. Je plaide pour que les élus aient à côté d'eux, dans leurs équipes, un ou une paysagiste. Hein, c'est le cas à Blois, puisque nous avons depuis maintenant au moins 8 ans une paysagiste ancienne élève de l'école. Et cette question du paysage, qui est une question fondamentalement transversale, il faut être capable de la décliner à l'échelle, par exemple, d'un plan paysage, à l'échelle des documents de planification comme le SCOT ou le PLUI, mais il faut aussi être en capacité de faire partager cette préoccupation du paysage pour l'ensemble des autres politiques publiques, pour les aménagements de voiries, pour les aménagements de stations d'épuration, pour les ronds-points. Donc voilà, le paysage doit être partout, c'est une notion profondément transversale, et c'est cette transversalité et cette complexité qui rend quelquefois les choses difficiles à mettre en place quand il s'agit d'organiser les politiques publiques d'une collectivité territoriale. Donc je suis ravi d'être là à vos côtés cet après-midi. Je suis ravi des initiatives qui sont prises par le collectif du paysage après pétrole, et peut-être que nous réussirons à continuer de défendre le paysage dans toutes les instances, qu'elles soient maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, État, et puis il y a un vrai débat sur l'opinion publique. Hier, j'étais auditionné par une mission du ministère de la Transition écologique sur les apports des connaissances numériques en faveur du paysage. Donc, c'était très intéressant de voir comment le ministère en charge de ce dossier essayait ou va essayer de constituer une série de bases de données numériques pour que le paysage soit mieux connu
pour une action plus forte. Et dans le cadre de cet entretien que j'ai eu hier donc avec des responsables du Bureau des paysages, je disais aussi, et là j'interpelle Bertrand, mais je t'interpelle aussi Catherine, je trouve que les paysagistes ne sont pas assez présents dans le débat public. Si je fais le parallèle avec les architectes, on entend régulièrement, et sur des sujets qui dépassent leur domaine de compétences, on entend régulièrement des grandes déclarations d'un Jean Nouvel, d'un Rudy Ricciotti. Eh bien, je crois que les paysagistes doivent aussi intervenir dans le débat public parce qu'en faisant connaître le métier de paysagiste, ils le légitiment. Donc, voilà ce que je pourrais dire dans mon intervention introductive. Merci beaucoup, Christophe, pour ces mots encourageants pour nous, en tout cas. Et puis, on reviendra sur ces sujets dans la table ronde et pendant le débat. Donc, et dis-moi, Catherine, je crois que quand tu parles, tu devrais parler plus près du micro parce qu'on ne t'entend pas très bien par rapport à Lolita tout à l'heure. Merci, je vais essayer. Merci, Christophe. Et donc, nous allons maintenant présenter dans le cœur du sujet des ouvrages Ville et territoire de l'après-pétrole, le paysage au cœur de la transition. Alors, pour le pape, je crois que c'est Jean-Pierre qui va commencer avec des diapos et Odile, tu vas compléter. Je vais présenter tous les deux. Donc, Jean-Pierre Thibault, tu es inspecteur général à la mission d'inspection des sites et des paysages au Conseil général de l'environnement et du développement durable, c'est-à-dire le CGEDD qui dépend du ministère de la transition écologique. C'est un organisme qui éclaire les pouvoirs publics. Et tu développes depuis très longtemps les politiques paysagères et les politiques des sites. Tu as écrit notamment le petit traité des grands sites. Avec d'autres. Et directeur en DIREN, puis directeur adjoint en REAL, etc. Tu as une longue carrière dans ces politiques publiques et toujours très motivé sur la question du paysage. Et tu as été chargé de la mise en œuvre de la relance paysagère en 2014 par Ségolène Royal, alors ministre. Et tu as su faire de cette relance un maillon efficace pour faire vivre les démarches paysagères et soutenir les formations et les métiers. Odile Marcel, tu es présidente du collectif Paysage de l'après-pétrole et tu me compléteras si je ne suis pas assez complète. Tu es écrivain et philosophe, professeur honoraire des universités. Tu as mené des recherches sur l'espace et les paysages depuis plus de 30 ans et avec cette conscience, fondé l'association de la Compagnie du paysage qui rassemble des acteurs, citoyens et professionnels. Et puis tu es auteur de nombreux ouvrages. Pour le paysage, on citera le défi du paysage, paysage mode d'emploi, paysage visible, paysage invisible. Et puis de là, l'ouvrage collectif Paysage de l'après-pétrole en 2013, qui, je crois, a finalement fondé l'association. Alors, je vous laisse à tous les deux la parole pour nous présenter cet ouvrage qui est collectif et où bien d'autres aussi, au pilier de TAP, vont collaborer. Cet ouvrage, en fait, qui comporte 6 chapitres, 39 articles, et donc je dirais une petite trentaine d'auteurs, puisque certains ont signé plusieurs articles. Cet ouvrage est en fait la publication d'une sorte de chronique mensuelle sur notre site internet du collectif PAP, qui s'appelle Signé PAP, et dans lequel nous avons depuis maintenant 4 ans, et avec une belle régularité, à part l'interruption estivale, pu donner la parole à un certain nombre de personnes pour émettre des opinions, illustrer des réalisations, illustrer des pratiques sur le paysage. Et le paysage, non pas comme un élément en soi, mais comme une approche, comme un fil conducteur, un facilitateur, un accélérateur de la transition écologique et énergétique. On ne défend pas le paysage pour le paysage, on le défend comme élément permettant d'accélérer, permettant de mieux faire comprendre, permettant de mieux associer nos concitoyens à la transition, aux transitions écologiques, énergétiques et autres qui sont en cours. Donc, ce livre donc, connaît un certain succès de librairie, puisqu'on devrait en faire un retirage. Le premier tirage va être épuisé dans pas longtemps. On devrait en faire un retirage, donc c'est quand même pas mal, indépendamment de la crise qu'on connaît. Et c'est plutôt encourageant
même si bon, le tirage n'était pas à plusieurs millions d'exemplaires, évidemment. Alors, on passe. Voilà, les auteurs sont les membres, la plupart d'entre eux sont membres du collectif, et ce qui est caractéristique de ces gens-là, dont vous voyez une partie à l'écran, avec en arrière-plan le Palais des Papes, le jeu de mots était intentionnel, ce sont des gens qui sont d'origine diverse. Alors, évidemment, il y a des paysagistes, il y en a d'assez nombreux, et Catherine tout à l'heure a cité ceux qui étaient issus de l'école de Blois, qui a fourni un bon contingent à nos membres, peut-être à égalité avec Versailles, ou peut-être même un peu bon, pas devant, n'exagérons rien. Versailles a une certaine ancienneté. Donc voilà, il y a sur l'écran un certain nombre des auteurs qui prendront éventuellement la parole. Certains sont aussi en ligne. Hein. Et surtout, ce sont des gens d'origine très diverses. En dehors des paysagistes de diverses écoles, il y a aussi des agronomes, des architectes, botanistes, en posture de profession de concepteur, comme en posture universitaire et chercheur. Et puis, il y a notre philosophe, Lille Marcel, notre présidente, qui a beaucoup inspiré notre action et qui lui a donné un recul évident. Alors, le collectif, dans son approche, dans sa vision du paysage, s'appuie sur 5 principes qui ne sont pas forcément sa propriété exclusive. Hein. Le premier principe, c'est qu'il faut, quand on aménage un territoire, partir des ressources locales, naturelles et humaines. En second lieu, il n'y a pas forcément de hiérarchie entre les principes, impliquer les habitants dans l'élaboration des projets. Le projet, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on découvre un jour par hasard. Je pense que Christophe de Grelle ne me contredira pas quand je dirais que l'appropriation par les habitants des transformations qui concernent directement leur vie quotidienne est un excellent gage de leur acceptabilité, voire de leur enrichissement par adhésion et contribution des citoyens dans leurs différentes postures, dans leurs différents grades et qualités, à la réalisation d'un projet approprié et partagé. Troisièmement, croiser les regards pour porter une vision d'ensemble. C'est ce qui est impliqué notamment par la pluralité des compétences et des spécialités qui vont converger pour établir un projet de paysage. Imaginez des aménagements qui répondent à plusieurs fonctions. Je crois que nous n'avons qu'une seule planète et que nous n'avons pas forcément la capacité de spécialiser les territoires comme ils l'ont été de manière totale au cours de la période dites des 30 Glorieuses, où véritablement on a fait un espace pour une fonction et une seule. Je pense qu'il y a là une capacité à faire projet dans une rareté spatiale qui est aujourd'hui de plus en plus évidente quand on voit le taux d'artificialisation des sols et la façon dont on consomme finalement de l'espace dont chacun sait qu'il est fini. Et puis, dernier élément qui n'est pas loin de là négligeable, c'est qu'il faut travailler à la beauté du territoire et du cadre de vie. Nous ne sommes pas simplement des êtres techniques, nous sommes aussi des êtres sensibles, et à partir de là, la beauté n'est pas un gros mot, même si cette beauté ne se quantifie pas et que pour un certain nombre de techniciens, ça peut poser un problème. La beauté ici, de fait, elle se quantifie parce qu'elle est plus ou moins facilement acceptée. Quand on va implanter un nouvel objet dans le paysage, un nouvel élément, comment va-t-il être reçu? Et si on n'a pas cette vision culturelle de l'approche sensible du territoire, on va forcément faire des projets qui seront extraordinaires sur le plan technique, parfaitement conçus, mais très peu compris et pas très souvent appropriés. Alors, ces 5 principes étant posés, entrons dans l'ouvrage lui-même et dans ses différents chapitres. D'abord, le premier chapitre parle des points de vue sur le paysage. Alors, nous avons la chance d'avoir une vision transfrontalière du sujet, et Christophe de Grelle disait qu'il y avait encore du mal à faire comprendre ce qu'était le paysage. Au moins pour les juristes, c'est clair. Bon, je dirais les juristes, c'est un élément parmi plein d'autres, et ce n'est pas forcément eux qui ont le pouvoir, sauf quand ils font les lois. Le paysage, il a une définition qui est dans la Convention européenne du paysage, une définition qui est depuis 2016 dans la loi, partie de territoire tel que perçu par les populations et dont le caractère
relèvent de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations. Le législateur français a ajouté dynamique pour qu'on montre bien qu'il n'était pas question de figer un espace. Et donc, le paysage, finalement, c'est quelque part c'est à la fois une réalité objective et une réalité perçue. Et cette perception est une perception croisée par les différents habitants dans l'ensemble de leur métier, de leur sensibilité, de leur arrière-plan culturel, de leur posture dans l'aménagement du territoire. Et c'est ce partage à partir d'un substrat objectif qui permet de dire que le paysage est une politique publique, puisqu'elle concerne, politique, la cité dans son ensemble. Et donc, le premier chapitre pose un certain nombre de principes importants, qui sont en particulier, le premier article est d'ailleurs rédigé par Bertrand Folléa, qui parle avec justesse de le paysage comme mise en liaison, comme mise en relation. Il en parlera mieux tout à l'heure. De même que dans cette première partie, on parle en particulier d'une fausse opposition qui est l'opposition du paysage protégé, exceptionnel, et du paysage du quotidien. Et on pose le principe que le paysage exceptionnel, protégé, site classé, etc., c'est finalement un élément de référence pour mieux aménager les territoires d'à côté. Et ce n'est pas simplement une sorte de relique qu'on mettrait précieusement dans un écrin. Il est important aussi de dire que le paysage, on l'a dit tout à l'heure, est au service du développement durable et harmonieux des territoires. Et cette durabilité ne doit pas simplement être une durabilité technique, mais être aussi créatrice de jolis espaces et d'espaces de qualité qui nous feront plaisir, qui peut-être nous conserveront en bonne santé. Ça compte également. Deuxième partie, nous allons entrer dans les enjeux finalement de la transition écologique actuelle, et fatalement, on va commencer par le problème de l'énergie, de la transition énergétique. On a vu que c'est un peu notre marque de fabrique, l'après-pétrole. L'usage des énergies fossiles a fasciné, en fait, façonné, pardon, c'est pas très fascinant, a façonné l'espace où nous vivons. Déplacements accélérés, passoires énergétiques, mécanisation ancrée dans les campagnes. Bon, tout ceci est marqueur et marquant des 30 années de forte croissance, qui était notamment facilitée par cette énergie bon marché qui était la nôtre à l'époque. En fait, on se rend compte que de multiples expériences démontrent que l'approche paysagère permet de réorganiser l'espace au profit d'un espace moins dispendieux en énergie. Donc, on économise les énergies, on valorise les ressources locales renouvelables en matière d'énergie, le vent, le soleil, la biomasse, le bois, et on suscite finalement la participation des habitants autour d'une connaissance partagée de l'ensemble de ces ressources. Dans ce chapitre, on trouve en particulier un article alors que les auteurs qui sont à l'écoute et que je ne cite pas m'excusent, mais 39 articles, c'est difficile en quelques minutes. On parle notamment de transition énergétique qui permet, assez paradoxalement, de réhabiliter des espaces dégradés. Très souvent, on pense que mettre des artefacts de production d'énergie renouvelable dans un territoire, c'est ajouter au chaos un élément supplémentaire de chaos. Très souvent, ça permet une remise en ordre et ça permet une valorisation réelle d'un certain nombre de secteurs. Isabelle Claus, qui est un de nos auteurs, parle en particulier de zones d'activité dégradées, voire enfrichées, dans lesquelles la mise en place d'une source d'énergie renouvelable permet justement cette remise en ordre qui est tout à fait intéressante. On nous parle aussi des panneaux photovoltaïques, il n'y a pas que les éoliennes. Et les panneaux photovoltaïques peuvent être aussi des éléments qui, mal positionnés, mal placés, peuvent être des éléments perturbants pour la vue et pour l'harmonie des espaces. Ça, c'est l'aspect énergie qui occupe évidemment une place importante dans cet ouvrage. Et puis il faut parler des villes, il faut parler des lieux où on habite, des lieux où habitent nos concitoyens dans leur grande majorité, 80%. Et là aussi, l'usage du pétrole a largement transformé les formes urbaines, non seulement le zonage et la monofonctionnalité des espaces en ville, qui sont un héritage de la charte d'Athènes, mais aussi les espaces publics avec ces paysages formatés pour le véhicule individuel et qui sont devenus aujourd'hui des espaces beaucoup plus subis que choisis.
Et la mobilisation des populations urbaines, contrairement à ce qu'on pourrait parfois entendre, le paysage, ce n'est pas simplement la campagne, la jolie campagne verdoyante, c'est aussi la ville, et notre espace de quotidienneté est largement un espace urbanisé. Et donc, les chapitres qui sont très nombreux, ça c'est je crois la partie du livre qui comporte le plus d'articles, parlent évidemment de la manière d'aménager les villes à l'ère de l'après-pétrole, à la fois espace public, bâtiments, et manière de faire la ville, avec plus de participation. Je pense qu'il y a 3 articles de Sébastien Georgis là-dessus qui sont tout à fait importants. Il faut parler aussi des infrastructures de transport, qui sont de fait, des structures paysagères, qui peuvent être des structures qui ajoutent à la qualité de l'espace, ou au contraire des structures qui s'improviseraient ou s'imposeraient dans un espace particulier en méconnaissance totale de ces morphologies, et qui du coup seraient des éléments parfaitement perturbants et ajoutant à la vision chaotique de l'espace qu'on a aujourd'hui. Il est important aussi de ne pas penser que l'urbanisme n'est qu'urbain, contrairement à ce que pourrait sembler signifier son nom. Il devrait exister, et on essaye d'y travailler actuellement avec notamment quelqu'un comme François Taccard, à l'urbanisme rural, à la manière d'aménager les campagnes, pas forcément à l'image des métropoles. Et les aménager aussi avec une participation habitante, même si les habitants sont moins nombreux, ils sont tout de même tout à fait capables de penser leur espace de vie. Donc ça, c'est un élément qui nous semble important de bien avoir en tête, cette pluralité finalement des campagnes. On a aussi un article intéressant de Myriam Bouadane, qui est au CAUE du Gard, sur les lotissements. Alors les lotissements, ça fait partie avec les entrées de ville et les zones d'activité de ces espèces d'horreurs paysagères qu'on a vu se multiplier chaque fois avec d'excellentes intentions, mais une mise en œuvre absolument dramatique où on a un lotissement totalement scindé par rapport au reste de l'urbanisation, constitué de petites maisons toutes pareilles, surtout d'un bout à l'autre de la France. Qu'il s'agisse de la Provence ou qu'il s'agisse de la Picardie, c'est la même chose ou presque, les morphologies sont les mêmes. Bref, il y a sans doute des manières de faire mieux, et l'article de Myriam essaye de donner des pistes là-dessus. Et puis, une fois qu'on a habité, une fois qu'on est en ville, il faut aussi se nourrir, s'approvisionner, y compris en bois. Et la 4e partie parle donc effectivement de ces paysages nourriciers dont on a vu que l'ère du pétrole les avait dramatiquement simplifiés, avec de gigantesques parcelles, avec une disparition de plusieurs milliers de kilomètres de haies, c'est assez effrayant, et avec un système qui ne fonctionne pas en termes sociaux, en termes écologiques, évidemment, ça on le sait pertinemment, mais aussi en matière économique, puisque l'un des intervenants dans ce livre, Philippe Pointreau, a identifié que nous étions aujourd'hui en perte de rendement dans les espaces agricoles, et donc que nous devrions avoir non seulement de la nourriture de mauvaise qualité gustative et parfois sanitaire, mais aussi une production qui va aller en s'amenuisant, à la fois parce qu'on supprime des terres agricoles en urbanisant, et parce que les terres s'épuisent, et parce que les sols aujourd'hui sont en mauvais état et ne sont plus capables de faire un travail de régénération qui serait pourtant indispensable. Donc, dans cette partie de l'ouvrage, on insiste beaucoup sur la capacité à retrouver un lien de co-évolution entre paysage et production agricole. Le paysage n'est pas l'ennemi de la production agricole, il doit être un facilitateur, comme dans les autres domaines, et en particulier la remise en place d'arbres dans l'espace rural, d'arbres linéaires sous forme de haies ou d'arbres en plein champ ou d'arbres isolés ou de bosquets, est une excellente façon de favoriser ces extraordinaires et gratuits insecticides que sont les oiseaux, ou les petites bêtes comme les carabes, ou comme ce qu'on appelle les auxiliaires des cultures. Les auxiliaires des cultures, ils ont une fâcheuse manie, c'est d'être un petit peu peureux. Donc, si on a des trop grandes parcelles, ces petites bêtes ne vont pas avoir des zones de refuge et ne vont pas jouer le rôle qu'on attend d'elles en matière d'aide à la productivité agricole. Donc, c'est, je pense, important de bien montrer et de bien faire passer le message, d'abord aux paysagistes, que 80% de l'espace forestier agricole, c'est un sujet
travail extrêmement important, de faire passer l'idée au monde agricole que le monde du paysage, et de l'écologie d'ailleurs en général, n'est pas un ennemi ou un faiseur de contraintes, mais bel et bien un élément qui, en renouant avec une utilité et un agrément conjugué, hein, Marquis de Girardin, joindre l'agréable et l'utile, que cet élément-là peut faciliter non seulement l'agrément des campagnes, mais la productivité. Et voilà, dans cet article, on a un certain nombre d'éléments qui nous montrent qu'on a une vraie capacité en périurbain, proche des villes, et avec un système de circuits courts, hein, des systèmes de projets alimentaires territoriaux. Il y en a un qui est en train de se mener par l'agglomération de Blois, me semble-t-il. On est capable de renouer le dialogue avec le monde agricole qui est devenu un petit peu spécialisé et un petit peu isolé dans la société contemporaine. Et avec un mal-être évident dont témoigne le taux de suicide dans le monde agricole qui est 30% plus élevé que dans la population dans son ensemble. Donc, les étudiants en paysage, c'est un sujet majeur que de s'occuper, pas simplement des villes, mais aussi des campagnes à la fois cultivées et boisées. Je passe à la partie suivante, les outils du paysage. Une fois qu'on a identifié les enjeux, hein, l'énergie, la ville, la partie approvisionnement de cette ville, il faut que l'on voit comment travailler. Et les outils du paysage, ce sont pas simplement des cartes, mais aussi des fresques, des photos, des dessins, des blocs diagrammes. Tout ça, vous le connaissez parfaitement dans cette école. Et on a là-dessus une nécessité de travailler avec l'ensemble des acteurs pour mettre en place, à partir de ces outils, des projets partagés, des démarches participatives. Et on a dans ce chapitre, cette partie, beaucoup de retours d'expérience qui sont notamment les expériences d'Alain Frétet dans la Creuse, un département de profonde ruralité, mais de très belle qualité d'espace, avec les habitants des villages sur lesquels il a travaillé. On a aussi une petite idée de ce que pourrait être le paysage agricole de l'après-pétrole, le paysage d'un scénario de résilience agricole qu'on appelle After 2050 et qui montre qu'on peut nourrir les 8 milliards d'êtres humains au moyen de ce qu'on appelle à la fois un changement de nos comportements de consommation et de nourriture, et puis une manière aussi de travailler sur ce qu'on appelle les meilleures pratiques agronomiques. Refaire de l'agronomie à la campagne, ça ne serait pas une mauvaise idée. Donc, c'est dans cette partie aussi qu'on trouve la fresque du bon gouvernement, dont je pense que la plupart des étudiants, au moins dès la première année d'école, sont familiarisés, qui montre bien cette complémentarité ville-campagne à rechercher en permanence et dont les PAT, notamment, sont des éléments qui devraient permettre de poser ces passerelles de complémentarité entre les deux grandes typologies d'espace. La fresque du bon gouvernement, vous savez, c'est à Sienne la manière de gérer en complémentarité, en harmonie la ville comme la campagne. Et dernier élément qui compose ce livre, le métier, la formation, les acteurs. On est en plein dans le sujet traité ici à l'école de Blois, et en particulier un message important que fait passer Claire Gauthier, comme paysagiste conseil et comme vice-présidente de la Fédération française du paysage, une voix autorisée qui nous dit que les paysagistes doivent sortir du jardin et de la place publique, qui était finalement le principal objet de leur commande. Ce n'est pas un objet négligeable, c'est un objet qui illustre les intentions d'un projet de paysage de plus grande échelle, mais il faut aussi traiter l'échelle territoriale, il faut aussi emboîter les différentes échelles dans le métier même de paysagiste et ne pas rester coincé finalement dans une ligne imaginaire ou une ligne réelle qui est la clôture du jardin ou les bas de façade quand on veut aménager un espace public. Il est important également dans cette partie de parler des ateliers pédagogiques régionaux qui sont une belle pratique de l'ensemble des écoles de paysage en France, qui permettent à des étudiants d'aller se confronter au terrain. Je pense que vous l'avez déjà fait, et Catherine tout à l'heure je crois en parlait, notamment
sur plusieurs ateliers qui ont été réalisés, je crois, en Charente-Maritime. Il est important, et on conclut en fait le dernier chapitre provisoire, parce que vous savez que les signes-épapes continuent tous les mois à être régulièrement mis en ligne. Et donc, on a un dernier chapitre qui parle d'un outil d'aide à la décision en matière de transition énergétique qui s'appelle Étape Paysage. C'est une sorte de serious game qu'on a accroché en quelque sorte. Là, j'en ai ici une petite photo qu'on a accroché à un travail qui avait été fait par le réseau des territoires à énergie positive, avec lesquels on a des relations étroites et de complicité, pour, à partir d'une stratégie énergétique territoriale, regarder à la fois en une sorte de jeu et sur le terrain, quelles conséquences ça a sur le paysage et quels choix on va pouvoir faire en fonction des conséquences que ça peut avoir. Voilà, j'ai terminé cette présentation un peu rapide, j'espère pas trop longue quand même, de cet ouvrage. Le bon de commande, il est à la une de notre site internet, où vous avez sur l'écran l'adresse. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et comme je n'ai pas tout dit, c'est heureux, c'est à Odile de compléter. Comme tu as parlé 22 minutes, je vais être très concise. Alors. Bon, désolé. Donc, pour dire des choses en résumant bien pour des étudiants, je pense que ça échappe à personne qu'on est dans un changement d'époque assez radical, assez urgent et assez préoccupant, pour ne pas dire stressant. Et que par rapport aux urgences et aux nécessités à tout ce qu'il faut assumer, disons, on a besoin d'outils visionnaires. Et ces deux ouvrages, à cet égard, je pense, ont un très fort potentiel de positivité parce qu'effectivement, il y a énormément de contenu et de capacité de faire face aux problèmes de l'heure. Alors, c'est en ce sens que, par rapport aux élus qui, eux, sont dans les problèmes de l'heure et avec le nez sur les difficultés sociales, sur les différences économiques, sur les difficultés de transport, sur enfin, tous les problèmes que nous connaissons, c'est là que je pense que, plutôt que de leur parler de paysage qu'effectivement ils ne comprennent pas, la question, ça serait plutôt de leur montrer chaque fois qu'il y a un problème que si on a une approche qui globalise le problème en montrant les tenants, les aboutissants et les transversalités, à ce moment-là, on arrive à des solutions multifonctionnelles et qui évidemment sont économiques. Donc, il me semble que par rapport aux élus, il faut partir des urgences, des problèmes qui se posent, et après ça, montrer qu'en fait, il y a des outils pour permettre de faciliter tout un ensemble de choses et souvent de donner solution à une diversité de questions, et que précisément c'est en ça que le paysage est intéressant. Donc n'arrivons pas avec nos compétences paysage parce que personne ne sait ce que c'est, et par contre défendons l'idée qu'il faut trouver des solutions évolutives pour un monde qui évolue. Et en ce sens, parlons un petit peu plus de développement durable, c'est-à-dire d'un mode de développement, encore une fois, qui verrait les choses de façon un peu plus raisonnable sur le plan de l'économie, de la société et de l'environnement. C'est des choses bien connues sur le fait qu'on doit aller vers une société qui voit l'économie en relation avec la société et en relation avec l'environnement. Et donc le paysage, finalement, c'est cette approche qui montre les connexions entre les différentes échelles et le fait que l'intégration de ces différentes échelles permet les bonnes solutions. Donc, je parle de façon un peu conceptuelle, mais je pense que tout le monde connaît ces questions. Donc, sur cette notion d'outils visionnaires, je pense qu'il faut tirer un sérieux chapeau à Laura Novak et aussi à Gaël des Déserts, qui a eu l'idée de faire illustrer ce bouquin. Parce que le bouquin est fait donc de contributions très talentueuses de 39 auteurs, en fait. Il y a 36 auteurs, il y a 39 articles, mais 39 articles et 36 auteurs, parce qu'il y a des articles qui sont signés à 3. Et donc, toutes ces compétences sont magnifiquement efficaces, comme l'a montré Jean-Pierre, mais il faut que tout ça forme un tout. Alors, c'est ce que nous avons essayé de réaliser en mettant une table des matières et en montrant que toutes ces thématiques, en fait, s'enchaînent et que ça fait donc une sorte de traité systématique qui est assez efficace. Mais il fallait, en plus, je crois, donner à tout ça donc une
dimension de créativité, une dimension prospective, une dimension de génie, une dimension d'anticipation et de jeu avec la créativité aussi. Et c'est ce qu'a fait de façon vraiment très convaincante la contribution de Laura. Et donc, quand on voit ce bouquin, je pense que la première chose qu'on voit, c'est évidemment tout ce qui est sérieux, le titre, les enjeux, les contenus, la table des matières. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un bouquin qui joue, et qui invente et qui dessine. Et donc ça c'est une des choses qui est vraiment très importante dans le métier de paysagiste, c'est le fait de tout à coup mettre quelque chose qui séduit tout simplement, quelque chose qui va avec notre capacité d'avoir envie d'être un peu dans l'ivresse, un peu dans l'exaltation, un peu dans le faire des sauts périlleux. On a besoin de trouver du jeu. Et tous les élus, les responsables, etc., ils sont toujours tellement dans la contrainte, l'urgence et la difficulté qu'ils oublient que l'être humain, il a quand même des ressources absolument invraisemblables d'invention. Et donc, il faut être évidemment rigoureux et compétent et efficace, mais surtout en sachant faire des sauts périlleux, c'est-à-dire en sachant mettre les choses autrement. Et à cet égard, les paysagistes tels que j'ai pu fréquenter dans les écoles, ils sont absolument remarquables, parce que les profs leur apprennent à faire les sauts périlleux, à mettre les pieds au plafond, des choses comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est parce qu'effectivement, si on prend que les indices du GIEC et tout, c'est sûr qu'on peut tout de suite s'ouvrir les veines. Ça ne va pas du tout, quoi. On ne sait pas du tout comment on va s'en sortir. Mais en fait, la capacité d'initiative, de créativité de l'esprit humain est telle que c'est la seule chose qui nous permettra peut-être de nous en sortir. Voilà. Donc, vive l'échelle des compétences qui nous permet d'assurer tout ça ensemble. Merci beaucoup Odile et merci Jean-Pierre pour ces propos motivants qui nous donnent envie de continuer. Vraiment, pour les élèves, effectivement, ce n'est pas du tout commercial, mais le livre est d'une telle profondeur que ça vaut vraiment le coup d'aller dedans, parce que même vos diplômes, vous avez toute une ligne d'éléments qui sont extrêmement riches et qui nous font avancer. Bertrand, nous allons donc passer à ton ouvrage. En fait, Bertrand Folléa, tu es paysagiste concepteur. Tu as fondé l'agence Folléa Gauthier avec Claire Gauthier dans les années 80, depuis très longtemps maintenant. Et avec Claire, vous êtes Grand Prix du paysage 2016, on l'a dit. Tu es aussi paysagiste conseil de l'État et professeur ici à l'école, conduisant avec moi l'atelier de projet de 4e année sur le grand territoire. Et tu es de plus responsable de la chaire énergie à l'ESP Versailles-Marseille et membre du collectif PAP, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu as publié dans plusieurs des articles, dans les cahiers d'école, dans les carnets du paysage. Et nous, professionnels, vous connaissez aussi pour avoir produit le guide des plans de paysage, des chartes et des contrats. Et puis donc, ton ouvrage, L'archipel des métamorphoses, la transition par le paysage, qui est paru en septembre 2019 et qui a des liens forts avec l'ouvrage PAP, et notamment, comme l'a dit Jean-Pierre, le premier article du chapitre 1, qui est une révolution pour la transition. Et c'est pourquoi je t'ai demandé de le présenter aujourd'hui. Bonjour à tous et ravi de pouvoir échanger avec le collectif Paysage de Pétrole, les étudiants, les enseignants qui sont présents. À vrai dire, je vais m'adresser surtout à vous, les étudiants, parce qu'on est dans une école et que c'est bien normal. Peut-être juste un tout petit mot sur la force du collectif Paysage de Pétrole. Jean-Pierre l'a dit, hein, c'est un collectif qui rassemble des compétences variées, qui rassemble des gens de générations aussi variées, et qui surtout a su installer non seulement un état d'esprit, mais aussi un esprit, si j'ose dire, fondamentalement résumé autour de ce concept d'après-pétrole qui a une puissance, je vais dire, de feu équivalente à celle du pétrole dans son domaine, c'est-à-dire arriver à conceptualiser de façon extrêmement ramassée, finalement, un enjeu qui est celui de notre époque. Et donc cette force-là, c'est un feu initiateur, d'une certaine manière, qui va nous animer pendant très longtemps probablement, et je pense que le collectif Paysage de Pétrole restera dans l'histoire du paysage, quel que soit son destin, qu'on souhaite évidemment long et en la plus longue vie possible. Mais rendons grâce à Odile, Marcel, à Régis Ambroise, à Jean-Pierre Thibault et à tous
tous ceux qui ont fait naître, d'une certaine manière, le collectif autour de cette idée ramassée, extraordinairement concentrée et efficace dans sa formulation pour mettre un mot, d'une certaine manière, presque un seul mot, sur les défis de notre époque. Voilà. Alors après, Catherine, donc tu souhaitais que je parle un petit peu du livre. Je vais peut-être presque plus, pour ne pas parler trop longtemps, parler de pourquoi en fait ce livre. Et ça renvoie à ma pratique de paysagiste, parce que moi je suis praticien, donc je ne suis pas là pour écrire a priori, mais plutôt pour faire. Mais ce qui m'a énormément étonné en sortant d'école, d'une certaine manière, donc un petit peu comme vous dans pas longtemps, c'est de constater à quel point, à travers mon métier, j'étais obligé de me battre. Or, ça m'a surpris, parce que moi, je pensais qu'en travaillant sur le domaine du paysage, j'allais être dans un domaine plutôt paisible, apaisé. Après tout, on touche un petit peu aux arbres, aux petites fleurs et aux je sais pas quoi, voilà, et aux papillons. Donc, vous pouvez se dire, bon, c'est un monde plutôt doux, vous voyez, plutôt soft. Voilà. Et donc, j'ai été surpris, parce que je n'avais pas été formé au combat, moi, je sais pas, voilà. Et donc, j'étais un petit peu surpris en sortant, d'une certaine manière, des murs protecteurs de l'école, de me retrouver dans un monde, en fait, de la vie active, qui m'obligeait à me battre sans arrêt pour des choses qui me paraissaient absolument évidentes et, j'allais dire, anecdotiques presque. Mais vous ne pouvez pas savoir quelle énergie il faut dépenser pour élargir un trottoir de 30 cm. Il faut se battre pour arriver à enlever 1 mètre carré de bitume. Il faut se battre pour arriver à planter un arbre, parce que les élus vous le disent, un arbre, ça a le défaut de pousser, donc de prendre de la place. Ça a le défaut de faire des feuilles, donc il faut les ramasser. Puis ça a le défaut de faire des racines, et ça nous emmerde dans les sous-sols. Voilà, donc on est face à une réalité qui est bien plus dure que ce que j'avais imaginé. Et pourtant, moi, je suis sorti donc, en 89-90, quelque chose comme ça, donc il y a 30 ans, et c'était une époque favorable à la question du paysage, parce que nous avions un concept qui était, grâce à nos aînés, d'une certaine manière, un peu sorti du bois, et qui allait générer tout de suite derrière, d'ailleurs, pas mal de création, la création des atlas de paysage, la création des plans de paysage, la création du 1% de paysage et développement, la création des paysagistes conseils de l'État, la création de la loi paysage, etc. Tout ça, c'est le début des années 90. C'est ramassé dans quelques années. Donc, j'étais dans une époque très favorable, donc enfant gâté presque, quelque part, et pourtant en train de batailler sans arrêt pour gagner des broutilles. Enfin, ce qui me semblait être des broutilles, mais qui n'étaient peut-être pas des broutilles finalement. Et donc, ceci m'a étonné. Et c'est cet étonnement, d'une certaine manière, au fil des années, que j'ai voulu, d'une certaine manière, interroger en me demandant, mais contre quoi se bat-on? Pourquoi c'est si difficile? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et donc, je me suis aperçu que, eh bien, en réalité, effectivement, bien sûr, on pouvait mettre des mots pratiques, on manque de moyens, ou alors on manque de culture générale. Christophe de Gruel évoquait la difficulté pour les élus de s'emparer de la question. Odile évoque le contournement du mot paysage, etc. Mais plus fondamentalement encore, me semble-t-il, en réalité, à travers et à la faveur de cette manière, de cette approche paysagère de l'aménagement, cette démarche paysagère, cette démarche de projet de paysage, en réalité, j'ai le sentiment qu'on se bat contre notre époque. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que, effectivement, nous héritons, et nous sommes toujours dans le fil d'une époque, en réalité, qui n'est pas celle de l'après-pétrole, mais qui est bien celle du pétrole. C'est-à-dire d'une époque qui a vécu, d'une certaine manière, sur notre génération, sur celle de nos parents, sur celle de nos grands-parents, sur un apport d'une énergie abondante et pas chère, principalement fossile, qui a totalement changé notre relation au monde. Et l'expression de notre relation au monde, c'est le paysage. Et donc, quelque part, en effet, d'un point de vue matériel, nos paysages ont été totalement bouleversés sur le XXe siècle. Et je dirais même sur la deuxième moitié du XXe siècle, parce que probablement que les deux guerres mondiales du XXe siècle
ont, d'une manière ou d'une autre, par des voies détournées que je ne pourrais pas développer ici, mais accéléré quelque part l'emprise de la puissance énergétique par des reconversions, en quelque sorte, hein, dans le monde civil, au-delà du monde militaire. Et donc, c'est notre époque, donc c'est celle de vos grands-mères dans les années 50, celle de ma mère dans les années 50. Et donc, c'est celle-là qui vit, d'une certaine manière, ce bouleversement extraordinairement puissant de notre rapport au monde. Et quand on est dans une logique de transition énergétique et écologique, en réalité, on est contre notre époque. Donc, il faut le savoir parce qu'il va falloir se battre. Et donc, ce n'est pas du tout pour vous inquiéter, parce que, au contraire, de certaine manière, ce combat, il donne du sens à votre existence. Et donc, il est donc extraordinairement motivant. Donc, il n'y avait pas d'usure, d'une certaine manière, dans mon interrogation. Il n'y avait aucune usure, mais par contre, il y avait vraiment un besoin de comprendre en profondeur. Et donc, pour comprendre un peu plus en profondeur, en fait, j'ai aperçu qu'en réalité, ce qui était intéressant, c'est que si on avait une réflexion sur l'aménagement par le paysage, et que cette réflexion nous amenait à être contre notre époque, alors, de certaine manière, peut-être que cet outil, qu'on pourrait appeler la démarche paysagère ou la démarche du projet de paysage, pouvait être un outil au service d'une transformation de nos modes de vie et de nos cadres de vie. Et donc, du coup, je me suis dit, alors, est-ce que peut-être la transition, on ne pourrait pas la faire par le paysage? D'où le sous-titre de cet ouvrage s'appelle La transition par le paysage, c'est-à-dire par la démarche paysagère, par la démarche de projet de paysage. Et c'est ça qui m'a intéressé d'aller chercher. Ce n'était pas d'aller chercher les raisons du combat, etc. C'était plutôt d'aller construire les fondamentaux, si possible, ou en tout cas contribuer à construire les fondamentaux, des raisons qui font que la démarche paysagère ou la démarche de projet de paysage est au service de la transition énergétique et écologique, celle de la mutation qu'évoquait Odile dans ses quelques mots. Et donc voilà, c'est ça que j'ai été chercher à travers l'ouvrage. Alors peut-être, puisque je ne sais pas si moi 2 minutes ou pas, ouais, bon 2 minutes, alors juste 1 ou 2 points. Donc l'ouvrage après, il se développe en jouant sur transition et paysage. Donc d'abord, poser l'idée que le paysage lui-même est en transition, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes au défi dans notre pratique de paysagistes qui manient la démarche paysagère, de travailler au service de la transition. Et puis, nous avons également le défi de clarifier ce concept de paysage du fait de ce qu'ont évoqué Christophe, notamment de lui-même dans son introduction à propos des élus, ou Odile tout à l'heure dans ses quelques mots aussi. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour dire le paysage est en transition en quelque sorte. Après, on peut jouer sur la transition par le paysage en évoquant quelques concepts fondamentaux. Et puis à la fin, c'est plutôt la transition en paysage, c'est-à-dire la mise en paysage de la transition. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme figure, d'une certaine manière, un peu conceptuelle. Un mot aussi sur l'esprit de cet ouvrage. Contrairement, alors, en ce sens, il est très, très différent et j'espère complémentaire de celui du collectif PAP, puisqu'il ne fait pas état de réflexion pratique, contrairement. Alors, vous allez dire, c'est bizarre, pourquoi vous êtes praticien et vous ne parlez pas de votre pratique? Ben, c'était un peu exprès, parce que si vous voulez, le problème du praticien, quand il est confronté à écrire, c'est qu'il a tendance à écrire sur ce qu'il fait directement, et du coup à présenter son projet. Et, dès qu'on fait ça, d'une certaine manière, on est en situation d'être un peu jugé parti, c'est-à-dire qu'on va forcément présenter la chose sous un jour avantageux, si possible, puisqu'on est paysagiste, qu'on fait des choses, on peut essayer de les faire bien. Voilà, donc c'est une des difficultés que l'on a. Et donc, si on veut porter une parole à un moment qui nourrisse le débat, il faut qu'on arrive à dépasser simplement notre pratique pour essayer d'en tirer un enseignement un peu plus général, de façon à ce que cet enseignement plus général serve à tous. Et c'est beaucoup plus difficile si vous faites ça sur des cas d'exemples concrets que vous-même avez mis en œuvre. Donc, je voulais pouvoir passer à la dimension de la conceptualisation, et c'est en ça que c'est théorie. C'est la théorie, étymologiquement, c'est la contemplation. C'est-à-dire, effectivement, un moment où vous vous arrêtez
Vous prenez de la distance et vous regardez. Voilà. Donc, c'est effectivement une sorte de point d'arrêt par rapport à la pratique, qui est dans le mouvement de la transformation, de l'action sans arrêt, etc., etc. Voilà, donc d'une certaine manière, ça rend peut-être le propos un peu aride, peut-être un peu conceptuel, peut-être un peu dense, mais c'est ce qui m'intéressait justement pour pouvoir essayer de porter auprès de vous, qui êtes des futurs acteurs du paysage, peut-être aussi d'un cercle un peu plus élargi que celui des praticiens de paysage, si possible, pourquoi pas politiques aussi, et qui sont des décideurs, d'une certaine manière, un propos qui fasse état de la force de la démarche de paysage au service de la transition. Voilà, alors deux tout petits exemples. On a parlé tout à l'heure d'interdisciplinarité ou de transdisciplinarité. Et c'est vrai qu'on en avait parlé avec Olivier Godin dans les cahiers du paysage de Blois, quand on avait une conversation ensemble qui avait été retranscrite par Olivier. J'irais même au-delà sur la question de la transdisciplinarité en citant Edgar Morin qui dit que toute transdisciplinarité est une forme d'indisciplinarité. Et je pense qu'effectivement, ça renvoie à notre travail de résistance et face, d'une certaine manière, au mainstream qui est celui dans lequel on se débat et dans lequel on a l'impression d'agir à contre-courant lorsque l'on exerce cette profession. Et ceci est fondamental à comprendre. Et ça va au-delà même de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire de la diversité des métiers. C'est-à-dire que ce que l'on vous enseigne avec Catherine dans l'atelier, mais c'est vrai de tous les profs de l'école, c'est probablement à arriver à mettre en interrogation le cadre même de la commande que l'on vous passe. Puisque dans la mesure où cette commande émane d'une société qui, de certaine manière, reste dans le mainstream, même si, bien sûr, elle veut afficher des objectifs d'évolution et de transition, etc., etc., si vous exercez votre activité jusqu'au bout, de certaine manière, il va falloir interroger jusqu'au cadre de la commande. Et donc à sortir du cadre, à passer les bornes et donc à être indiscipliné. Et ceci est très important, puisque c'est probablement dans le changement ou dans le décalage, ça veut dire que vous allez proposer dans votre proposition par rapport au cadre de la commande, que se trouve une part des réponses. On peut donner par exemple un exemple. Si on vous donne, tout à l'heure, Jean-Pierre rappelait qu'il ne fallait pas rester sur les places ou sur les jardins, très bien. Mais si on vous interroge sur une place, par exemple, il est possible que la réponse juste au programme et à la réalisation de la place se trouve en dehors de la place. Peut-être qu'il va falloir regarder les situations de circulation, les situations de stationnement, de façon à pouvoir les situations des autres offres de services dans les quartiers alentours, de façon à revenir sur le site et à porter de certaine manière une proposition qui va aller dans le sens de votre intuition par rapport à ce site pour qu'elle puisse, par exemple, s'alléger en nombre de places de stationnement et donc proposer des solutions en dehors du cadre, évidemment, ou pour proposer des modes de circulation qui soient là aussi connectés forcément à une logique d'ensemble qui dépasse, mais qui donne sens à la proposition localisée. Donc on voit bien que sortir du cadre, passer les bornes, c'est une façon d'être pertinent. Être impertinent, c'est une façon d'être pertinent. On voit donc que la démarche paysagère, consubstantiellement, est indisciplinaire. Voilà, donc ça, ceci est très important. Très important aussi de dire, peut-être, un mot sur cette dimension de la révolution, parce que tu citais le titre du chapitre écrit dans les villes et territoires de l'après-pétrole. Effectivement, j'ai mis une révolution pour la transition, au sens où je voulais dire effectivement que l'approche de la démarche paysagère était décapante quelque part par rapport au mainstream. Voilà. Mais il faut comprendre, il est très important de comprendre pourquoi, de certaine manière, c'est une forme de révolution, c'est-à-dire une forme d'inversion des hiérarchies et des priorités. Parce que lorsque vous empruntez le mot projet de paysage dans une école, vous êtes dans les quatre murs protecteurs d'une institution qui ne fait que promouvoir cela, en vous invitant à en pratiquer de certaine manière à travers des exercices d'ateliers, de projets, mais aussi en l'alimentant à travers les cours, etc., etc. Mais dès que vous allez sortir des murs de l'école, la notion de projet de paysage a un caractère révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un retournement complexe. C'est-à-dire que ce qui, dans le cadre général de l'aménagement du territoire, hérité du XXe siècle, vient comme une conséquence fortuite, le paysage, qui est la conséquence fortuite des dispositions d'aménagement qu'on prend
dans les différents champs sectoriels qui font l'aménagement du territoire, ça, effectivement, ça produit de certaine manière à peu près ce que Odile Marcel et Régis Ambroise ont appelé les paysages en miettes, comme prix à payer du pétrole bon marché. Je le cite explicitement dans leur ouvrage Aménager les paysages de la pétrole. Cette explosion, de cette manière, cette diffraction, je ne sais pas comment dire ça, du territoire qui conduit à la séparation, et donc au cloisonnement, et donc aux ghettoisations, et donc au dysfonctionnement et au mal-être, de certaine manière, des populations, c'est du fait que l'on considère le paysage comme la conséquence fortuite des dispositions d'aménagement. C'est-à-dire qu'on prend le paysage à l'aval de toutes les décisions importantes de l'aménagement du territoire. Si vous dites le projet de paysage, vous inversez la proposition, l'équation, certainement. Puisque vous allez faire du paysage non plus une conséquence fortuite, mais une cause commune. Et la cause, c'est le contraire de la conséquence. Et on ne confond pas les deux. Et c'est parce qu'on définit le paysage comme une cause commune, d'une certaine manière, qu'on peut le mettre au centre de la table et qu'on peut faire parler les gens. Donc on inverse totalement la proposition, et ceci est, d'une certaine manière, un des fondements de la dimension révolutionnaire de l'approche paysagère. Et donc il faut bien avoir conscience de ça, parce que de fait, ce n'est pas partagé par tout le monde en dehors des murs d'une école. Voilà. Merci beaucoup Bertrand pour ces propos riches dans lesquels on se retrouve volontiers et dont tu parles très très bien. Nous allons entamer la table ronde donc à deux, autour de deux, peut-être trois, on est un petit peu juste en temps, donc peut-être en tout cas on les passera rapidement. Deux, trois questions posées par Olivier Gaudin, qui est docteur en philosophie et enseigne ici à l'école l'histoire de la formation du paysage et l'histoire urbaine. Et deux, trois questions que je poserai plus sur en relation avec la maîtrise d'ouvrage, la formation et le métier. Bonjour. Merci beaucoup Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à nos invités d'être là et à vous qui êtes dans la salle, à Christophe aussi et bien sûr au collectif PAP. C'est pas tous les jours qu'on a le PAP en ligne. Donc oui, je vais faire bref. Moi, j'ai presque tout lu de l'ouvrage que j'ai il n'y a pas longtemps, mais je trouve que c'est évidemment passionnant. Il y a beaucoup de questions qu'on pourrait poser. En rebondissant peut-être sur ce que vient de dire Bertrand, il me semble que, et ce qu'a dit aussi tout à l'heure Odile Marcel, il y a tout ce qu'il faut effectivement sur le volet d'outils visionnaires, de positivité, de ce regard transversal, mais je trouve que peut-être j'aurais aimé entendre, en fait, pour qu'il y ait vraiment de questions, davantage l'un ou l'autre d'entre vous, au sujet d'une portée que j'appellerais critique, qui moi me paraît de plus en plus nécessaire, de plus en plus urgente aussi. Quand je dis critique, j'entends aussi une forme d'autocritique. C'est-à-dire pourquoi est-ce que ça ne marche pas en fait jusque-là? Parce que les propos de Bertrand qui sont très vibrants, comme dans le livre, ton style de manière générale, me frappe beaucoup par l'écart. Tu as parlé de se battre, tu as commencé avec ça tout à l'heure. L'écart considérable qui peut exister entre la force de condensation que peut avoir cette notion de paysage. L'expression de paysage de l'après-pétrole, elle est effectivement, je rejoins ce qui a été dit là-dessus, extrêmement forte par ce qu'elle condense, en ce qu'elle condense. Et en même temps, elle a quelque chose de relativement utopique ou utopique à ce stade, puisque l'après-pétrole, on n'y est pas du tout encore. Et donc, il manque un peu des marches, en fait, un peu peut-être un chemin. Et de cette manière, vu qu'on est là dans une perspective d'école avec vous, les élèves, je pense que l'une des choses qui nous préoccupe le plus, et qui est présente en partie dans l'ouvrage, c'est la question opérationnelle. Comment est-ce qu'on peut prendre en charge concrètement donc c'est cette histoire de transition, et est-ce que justement l'échelle de transition n'est pas peut-être à laisser un peu de côté, de telle manière, ou en tout cas à n'aborder qu'avec, je dirais pas des gants ou des masques, mais en tout cas une approche résolument critique, c'est-à-dire qu'il faut lui mettre sans doute des qualifications, des intentions un peu différentes. Je m'achemine peu à peu vers une question, rassurez-vous. Mais finalement, ce qui m'a frappé, c'est une façon de tenir relativement à la périphérie la question politique, pour le dire de manière un peu centrale. Non qu'elle soit absente,
Mais lorsqu'il est question de politique, il est essentiellement question de politique publique. Donc là, il y a Christophe qui pourra mieux que moi en parler. Et je pense qu'effectivement, c'est une dimension absolument incontournable. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de cette question du rapport au paysage, justement, au-delà peut-être de tout un langage, un lexique, presque un univers de sens, on a envie de dire, qu'on entend autour de la notion des territoires au pluriel, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des enseignements à tirer de quelles politiques ont forgé les paysages de l'avant-pétrole, quel type de politique, justement, quel type de gestes et d'organisation collective, pour être plus concret, parce que la politique, c'est cela que j'entends, quel type de cité, de cité au sens de relations fondées sur des usages qui n'étaient pas forcément démocratiques, c'est important de le préciser, mais qui étaient fondés sur des usages collectifs, pour des intérêts collectifs. Et donc, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que ça fait partie de vos chantiers, au fond, à vous, collectif du paysage de Répétrol, à vous, Bertrand et Catherine aussi, d'interroger ça. C'est-à-dire qu'il y a la question de la maîtrise d'ouvrage dont tu vas parler, Catherine, mais quel type d'enseignement on pourrait tirer, des manières de faire, des manières de prendre des décisions, de délibérer d'abord avant de prendre des décisions, et puis évidemment de les accomplir, vers un paysage qui pourrait effectivement procéder de choix dont on a besoin, qui sont de l'ordre des choix institutionnels. Donc là aussi, j'y viens à une question plus précise, encore une fois. Vous avez vu un petit peu l'orientation vers laquelle je m'oriente. C'est, au fond, ce qui me manque un petit peu en le lisant, et que peut-être je n'ai pas eu le temps de trouver, parce que c'est sans doute présent sur différents aspects, c'est une dimension de contextualisation des forces en présence, j'ai envie de dire. Et je trouve que le livre de Bertrand, de ce point de vue-là, va peut-être un tout petit peu plus loin à certains égards, sans en rester à la question de l'énergie, mais ça n'est pas seulement les paysages qui ont été façonnés par les usages de l'énergie, comme l'a rappelé Jean-Pierre Thibault, mais bien les esprits, les mentalités, les habitudes, les gestes, les réflexes. Et ça, je trouve que c'est tellement fort que les mots nous manquent justement pour essayer d'entretenir la portée critique. Donc, j'imagine que l'une des réponses que vous allez pouvoir faire, c'est une forme d'éducation politique, finalement. C'est l'un des aspects que je vois et j'aimerais vous répondre un peu là-dessus. Mais pour aller au bout de ma question, finalement, c'est comment est-ce qu'on se positionne en tant que collectif du paysage à pétrole face au marché, face aux pressions du marché qui sont inextricablement liées aujourd'hui aux manières de faire la politique, qu'on le veuille ou non, dans des sociétés qui sont encore un peu démocratiques, certes, mais qui souffrent beaucoup de cette implication-là. Et donc, comment est-ce qu'on fait des groupes de pression ou des contre-groupes de pression lorsqu'on est le collectif de paysage à pétrole? Est-ce que ça fait partie de vos discussions? Et sinon, pourquoi? Donc, de cette manière, c'est une question, je sais qu'il n'est pas possible d'y répondre facilement, mais comment est-ce qu'on peut s'attaquer un petit peu au cœur des choses, c'est-à-dire le système productif? On sait très bien que ce n'est pas les usages individuels à eux seuls qui pourront le changer, et le paysage a cette capacité extraordinaire, comme vous l'avez souligné, à articuler des échelles. Et donc, finalement, voilà, paysage énergétique, paysage habité, paysage nourricier, les outils du paysage, à quel moment est-ce qu'on entre un petit peu dans une forme d'arène que Bertrand décrit finalement assez indirectement, mais dans les quelques mots que tu as prononcés là et dans le livre? Est-ce qu'il existe des moyens de transmettre aussi des enseignements à ce sujet à nous dans des écoles de paysage? À quoi s'attendre et quel genre d'armes est-ce que vous pourriez nous évoquer? Donc, ça ne va pas du tout une réponse exhaustive, évidemment, mais voilà le premier point que j'aurais aimé aborder. Déjà, la question prend 8 minutes à être formulée. J'avais 10 minutes. Alors, merci beaucoup pour l'esprit philosophique qui nous permet effectivement de dresser la carte de tout ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'on est tous un peu conscients de tout ça. Jean-Pierre va répondre des choses. Moi, je voudrais déjà dire quelque chose. Vous nous dites pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il faudrait quand même que vous regardiez un petit peu où vous mettez les pieds? Bien sûr, mais on ne peut pas dire ça au GIEC, par exemple. Pourquoi le GIEC, ça ne marche pas? Ce n'est pas parce qu'ils ont tort ou parce qu'ils disent des choses fausses. Et si la science n'est pas entendue par une société, ce n'est pas la faute de la science. Donc, actuellement, si nos affaires ne sont pas entendues, c'est parce qu'effectivement, notre société résiste, on est bien d'accord. Le paysage ne va pas se substituer à toutes les autres approches qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans une société. On est également d'accord. Donc, on aimerait soit que vous écriviez le bouquin en question, soit que vous deveniez le prochain président de PAP, parce qu'effectivement, ce sont des questions qu'on se pose absolument tout le temps. Dans un premier temps, on a voulu être pragmatique et parler de choses précises, et aussi ne pas affoler.
Et donc, il faut, puisqu'il y a quelques années, on s'est fondé quand même il y a quelques années, l'idée de transition écologique, énergétique, climatique, tout ça n'était absolument pas évident. Il fallait d'abord essayer de faire comprendre et de donner envie. Et donc, le paysage, ça nous paraissait quelque chose qui pouvait peut-être induire la possibilité d'une société qui fonctionnerait sur plus d'équitabilité, plus d'harmonie, plus de tolérabilité, de sustainabilité. Donc, il y a des stratégies qui évoluent au fil du temps. On est d'accord que je pense intellectuellement que le fil de l'énergie, par définition, il ne faut pas tenir un seul fil, c'est absolument sûr. Et ça interroge la globalité d'un champ. Et effectivement, si on veut parler de l'ensemble des situations, pour ça, il faut écrire de la littérature, il faut faire de la musique, il faut changer de monde. Et ça prendra du temps, bien évidemment. Sur la question des outils politiques, je pense que c'est Jean-Pierre qui peut prendre la parole. De renvoyer à quelques-uns des articles du livre. Je pense notamment à celui qui a été écrit par Julien Dossier sur la fresque du bon gouvernement. Là, on est complètement dans la politique et complètement dans la méthode pour essayer de sortir de quelque chose d'épouvantable et qui est largement à l'origine des difficultés qu'on connaît dans tous les domaines. C'est l'espèce de parcellisation des esprits sont horriblement scindés en approches purement techniques qui sont très confortables pour ceux qui les pratiquent parce que finalement ils sont dans leur zone de confort et l'impertinence et l'indiscipline des paysagistes dont parlait Bertrand est bien une réponse qu'on essaye d'apporter et qu'on essaie d'apporter souvent de manière très concrète. Je n'ai pas recensé le nombre de cas concrets qui sont cités dans l'ouvrage. Mais je crois qu'il y en a pas mal et que ces cas nous donnent finalement un assez bel exemple de ce qui peut être fait. Je pense en particulier à des choses qui à échelle d'une génération, ont pu être réalisées dans la vallée de la Bruche. La petite vallée des Vosges où la désindustrialisation avait créé une espèce de fermeture de l'espace parce que les anciens ouvriers paysans avaient planté des douglas quasiment à l'entrée ou à la porte même de leur maison. Et donc la vallée avait perdu toute forme d'attractivité et petit à petit, en 30 ans, et avec opiniâtreté, les acteurs du territoire, à partir d'un petit plan de paysage donnant quelques orientations générales, ont mené une politique extrêmement intelligente et fondée sur la double compétence d'un géographe forestier agronome recruté pour la circonstance et d'un élu charismatique qui a tenu pendant pas mal d'années la barre de la reconquête de la lumière dans cette vallée. Et les Valléens de la Bruche ont gagné 48 heures de soleil par an, ce qui est quand même pas mal. Et la dynamique enclenchée se poursuit aujourd'hui dans le domaine des trames vertes et bleues, dans le domaine des débouchés aux produits qui sont mis en place sur les nouveaux champs qui ont été dégagés soit autour des villages, soit dans le fond de la vallée. Et donc là, on a un bel exemple de réalisation concrète et totalement politique, montrant que les solutions existent pour sortir des différentes impasses qu'on connaît aujourd'hui. Sortir de l'impasse énergétique, est-on condamné d'une part à être voué au nucléaire et avec toutes les incertitudes que ça comporte, ou à la pénurie énergétique, on n'est sûrement pas en train de préconiser la lampe à huile. Je ne pensais pas qu'on la ressorte un jour celle-là, depuis Georges Marchais. Mais il y a quand même une nécessité, quand on prend le problème de la transition énergétique, de traiter le territoire comme un tout, avec l'ensemble des démarches à faire pour trouver une sortie agréable et durable à cette impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et il y a aujourd'hui, je crois, une bonne cinquantaine de territoires énergie positive. Il y a une série de villages qui, loin d'essayer de forcer la main de l'ABF, l'ont mis avec eux pour créer ce qu'ils appellent des centrales villageoises où l'implantation de panneaux photovoltaïques aux bons endroits du village
magnifie sa silhouette, renforce sa qualité paysagère. Voilà, ils étaient partis au départ sur les PNR, les parcs naturels régionaux de l'ancienne région Rhône-Alpes, et aujourd'hui, ils ont migré un peu partout. Il y a une croissance exponentielle de leurs initiatives, et c'est des initiatives citoyennes. Hein, c'est les sociétés coopératives d'intérêt collectif. On est dans le bien commun. On est dans la cause commune, pour prendre une expression qu'utilise assez fréquemment Bertrand dans l'archipel des métamorphoses. Voilà, donc on est bien dans cette nécessité d'une reprise en main de leur territoire par les citoyens, à partir des représentants qu'ils se sont donnés, mais en étant en permanence actifs dans cette transition. Je crois que le paysage permet précisément d'éviter une mise à l'écart du citoyen derrière de grandes considérations techniques dont il va s'estimer finalement incompétent et donc dont il va s'exclure lui-même. Le paysage, il remet les citoyens au centre de la transition et des transformations de leur quotidienneté. Et puis, bien sûr, au bout d'un moment, toutes les initiatives sympathiques quotidiennes vont finir par se heurter à ce qu'on pourrait appeler un plafond de verre qui est celui de la loi. La loi, elle compartimente. Le paysage, il décompartimente. Au bout d'un moment, la loi, elle va peut-être décompartimenter quand il y aura suffisamment d'initiatives pour que la loi soit changée. Une fois que la loi est changée, d'autres initiatives sont mises en place et engendre finalement une sorte de dialectique du mouvement ascendant et descendant entre le bien commun à échelle nationale, continentale, mondiale, et le bien commun à hauteur d'homme qu'on essaie d'illustrer dans ce bouquin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, je pense qu'on est vraiment dans une posture qui est complètement politique au sens noble du terme. Enfin, on est dans la transformation de l'espace. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est juste je croyais qu'on allait avoir un peu plus de discussion, et j'ai moi-même été beaucoup trop long au début, donc je vais beaucoup plus court. Je pense que vous répondez justement en convoquant vers la fin la question du droit, qui est l'un des aspects qui m'ont le plus passionné dans l'ouvrage, parce que voilà, les différentes lois, mais surtout les façons de s'en servir. Et vous avez évoqué les initiatives citoyennes. Et moi, c'est l'une des questions qui me frappe, et peut-être que Bertrand pourrait répondre à son tour. C'est finalement qui parle de paysage aujourd'hui, qui a besoin de parler de paysage. Parce que les solutions que vous proposez, que tu as un peu aussi décrites, Bertrand, elles sont très séduisantes, en effet. Mais je pense qu'en amont de cela, il y a tout un chemin à faire pour qu'on se sente concerné par le paysage, lorsqu'on a d'autres problèmes dans sa vie, si je puis dire, sociaux, politiques, en fait. Et moi, je pense que c'est une question essentielle pour nous, dans cette école. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? À qui on s'adresse? Est-ce que l'on parle à des élus, des collectivités, des villages qui vont déjà assez bien pour se dire on a besoin d'aller voir des paysagistes? Ou est-ce qu'on arrive à remonter légèrement en amont et à se dire allons là où on ne nous attend pas? Et ça, je trouve que c'est la grande qualité de certains travaux de paysagistes, d'étudiants, d'être capable de le faire hors situation de commande, mais que lorsque la situation de commande se présente parce qu'on est sur un marché comme un autre, eh bien, ça se fait un peu plus rare. J'aimerais bien que Bertrand parle un petit peu de ça. Je veux bien dire un petit mot, mais je pense que sur la question politique, il faudra que Christophe puisse s'exprimer sur cette question de la démarche, la manquante qu'évoquait Olivier, entre des principes et puis des réalités qui existent. Et Jean-Pierre rappelait, on va dire, la constellation des pépites d'expériences positives sur cette question de la transition par le paysage. C'est évidemment essentiel de faire valoir ces expériences micro, mais qui démultipliées prennent sens. Il reste quand même cette question, effectivement, du trait d'union que tu évoquais, ou des marches, d'une certaine manière, entre des intentions générales et puis des réalisations micro. Voilà. Comment on passe à la vitesse supérieure? Par exemple, tout à l'heure, Jean-Pierre, tu disais il est très important de prendre la question du paysage de la campagne et du paysage agricole, etc. Mais le problème qu'on a, c'est juste pour évoquer la question des marches, c'est qu'en fait, les placards de l'école et le placard de toutes les écoles de paysage sont remplis de projets de paysage agricole. Mais lorsqu'on sort des murs de l'école ou des archives de l'école, les commandes sur le paysage agricole n'existent pas. On n'a jamais vu le ministère de l'Agriculture passer. Il y a eu Régis qui a été héroïque de certaine manière, mais à lui seul, il ne peut pas être Régis Ambroise, donc qui a été au ministère de l'Agriculture et qui a promu de certaine manière
l'approche paysagère de l'aménagement agricole, on va dire, au sens un peu large, Et l'ancien président du PAP. et qui est ancien président du PAP, etc. Et donc, vous écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, on n'a pas eu d'effet démultiplicateur. Et les projets de paysage agricole portés par des étudiants qui sont hyper intéressés par ces questions-là, etc., n'arrivent pas à percoler dans le champ opérationnel et professionnel. Donc, c'est la question des marches et des maillons. Christophe, on va te demander de prendre la parole effectivement et de répondre à ces questions. J'en profite parce qu'on a peu de temps pour compléter en disant sur ces marches, on a aussi des outils qui nous manquent. Notamment, on parle beaucoup des plans de paysage, par exemple, mais on a beaucoup de difficultés à faire que ce soit appliqué. C'est-à-dire que dans ces quelques outils territoriaux qu'on peut avoir, il n'y a pas une politique suffisante mise en place pour qu'on puisse arriver à que ça passe dans une concrétisation. Il y a aussi autant de plans de paysage dans les tiroirs que d'études de paysage d'étudiants dans les tiroirs et qui ne se réalisent pas. Voilà, c'est une question assez globale pour savoir comment on pourrait faire plus vite et comment on gère tout ce qui a été si bien décrit dans ces ouvrages. Odile disait, on a fait passer le message, maintenant il est temps de passer aux actions et en fait, on a peu de temps. Il faut donc aller vite et trouver des moyens très efficaces pour organiser différemment. Odile ou Christophe? Il faut quand même se rappeler qu'il y a une diversité de niveaux, parce qu'il y a une diversité de questions. Donc, comment est-ce qu'on fait mûrir notre société par rapport aux enjeux? Ça relève de la politique, ça relève de l'action, ça ne relève pas d'une sphère professionnelle, pas directement. Donc, nous sommes tous concernés par la façon dont Extinction Rébellion ou les partis politiques, ou enfin toutes ces choses-là, le contexte électoral qui fait que là, ces temps-ci, ça avance pas en France. Enfin, bien sûr, on est complètement concerné par tout ça. Et le jour où les signaux seront un peu plus au vert, du côté du vert, tout à coup, on nous demandera des solutions et du coup, si on a bien travaillé, on aura des capacités à répondre. Mais on n'a pas directement, en tant que professionnel, de prise sur cette échelle des choses. C'est pris dans une espèce de logique qui est encore autre chose. Mais par ailleurs, je me rappelle ce qu'avait dit Claire Gauthier un jour, c'est que le jour où on nous donnera le pouvoir, si on peut dire, d'ici là, il faut qu'on ait quand même beaucoup bossé, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est tout sous le coude. Et donc, il faut travailler pour essayer de comprendre comment ça marche et comment ça peut marcher. Et en gros, donc, nous, notre logique de pénétration et aussi de monter en puissance, c'est en gros d'essayer de comprendre de mieux en mieux comment les endroits où ça marche autrement, comment ça marche en fait. Donc, de relever les bonnes expériences qui sont des bonnes expériences sur le plan sociopolitique, c'est-à-dire ça dépend toujours d'une coalition de décideurs qui auront une certaine sensibilité, une certaine façon de s'entourer, qui auront une capacité de concrétiser les choses étape par étape. Et donc, on fait ce travail de fond d'essayer de trouver donc les bonnes intuitions et après ça essayer d'épouser la vague et faire que le moment venu la vague devienne plus ou moins contagieuse. Voilà, donc on est obligé de travailler à l'intérieur de notre secteur professionnel malgré tout. Et ceci dit que les autres disciplines, donc les philosophes, les sociologues, etc., essayent de voir de façon un peu plus claire comment changer de société et où sont les forces du marché, etc. Dieu merci, on est des sociétés qui ne sont pas complètement imbéciles et où il y a pas mal de gens qui bossent, mais ce n'est pas à nous de faire tout. Mais le moment venu, on placera plus que notre grain de sel. Enfin, on sera des gens qui tiendront des solutions dans la main. Mais des solutions, encore une fois, pour les questions d'aménagement. Pas complètement pour les questions de mœurs ou les questions de l'inceste ou je ne sais pas quoi. Le paysagiste n'a pas ni omniscience ni omnipuissance. On est dans les questions d'aménagement pour que la société fonctionne mieux. Et du coup, on peut espérer que tous les différents secteurs de la société seront dans un meilleur état au terme d'un certain nombre d'années d'évolution. Merci beaucoup, Odile. Christophe, est-ce que tu veux compléter par rapport à ces questions de comment on passe les marches et comment on peut faire pour que ces décideurs qui sont si importants pour nous, pour que en fait, les propositions et les projets prennent forme? Comment est-ce que... Quelles solutions
Moi, Alors, je sais pas si j'ai des solutions, mais je vais essayer de commenter un petit peu les réactions des uns et des autres, et notamment la dernière, celle d'Odile Marcel. Je pense que le sujet que nous sommes en train d'aborder est un sujet éminemment politique. Parce que pour que les professionnels puissent intervenir, il faut bien qu'il y ait un cadre et des orientations politiques qui soient données, c'est-à-dire le travail en amont. Alors, pour illustrer ce propos, je vais me permettre de vous lire un petit extrait très court d'une pièce de théâtre que vous avez sans doute dû tous étudier. Je commence. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Vous avez bien évidemment reconnu le bourgeois gentilhomme. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Tout simplement parce que j'ai le sentiment que les élus locaux font du paysage sans le savoir et que cette difficulté conceptuelle, elle explique en partie une des difficultés du sujet paysage, c'est-à-dire que dans le difficile dialogue maître d'ouvrage, maître d'œuvre, ces élus locaux qui font du paysage sans le savoir, comme Monsieur Jourdain de la prose, ils auraient besoin d'avoir un cadrage, ils auraient besoin de comprendre la dimension complexe, la dimension transversale. Et ça nécessite une présence dans l'espace public, dans le débat public. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Bertrand, sous forme de provocation, il faut que le Grand Prix du paysage, qui a une légitimité, intervienne dans le débat public et pas simplement sur les questions du paysage. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur le propos d'un Jean Nouvel ou d'un Rudy Ricciotti, quand ils interviennent dans le débat public, ils débordent le débat de l'architecture. Eh bien, les paysagistes, ils doivent aussi intervenir pour que tout d'un coup, le paysage devienne un objet de débat, voire un objet de conflit intellectuel. Et puis, on pourrait espérer aussi dans le débat public qu'il y ait des responsables politiques de premier rang qui s'emparent du sujet. Si j'essaye de regarder la période que Bertrand a évoquée, c'est-à-dire depuis les années 90, on pourrait dire que de mon point de vue, la seule ministre qui a réussi à parler du paysage, c'est Ségolène Royal. Alors, elle en a peut-être bien ou mal parlé, on peut lui adresser des critiques sur un certain nombre de prises de position, mais elle est, de mon point de vue, la seule ministre, enfin la seule personnalité politique nationale de premier rang qui a réussi à parler du paysage. Si on regarde un petit peu plus loin, un Poujade a fait des bonnes choses, mais c'était en termes d'environnement qui était mis en avant à l'époque. Paysage, il n'y a que Ségolène qui a réussi à populariser l'expression. Jean-Pierre Thibault a été d'ailleurs chargé d'une mission de relance du paysage et aujourd'hui, plus personne n'en parle parce que le vocabulaire et donc la dimension performative des mots est fondamentale en ce sujet. On a eu comme mot environnement il y a très longtemps, il y a eu le débat autour de développement durable au début des années 2000 et aujourd'hui, on est passé dans la transition écologique, transition énergétique, transition solidaire. Et donc, le terme paysage n'a jamais existé sur le débat public. C'est un vrai problème. Je crois que notre responsabilité à tous autour de la table, c'est justement de politiser le terme de paysage pour en faire, j'allais dire, un objet du débat public. Voilà un petit peu les éléments que je pourrais apporter à notre débat. Et puis, je voudrais répondre brièvement, enfin brièvement, c'est pas répondre, c'est commenter le petit commentaire de Jean-Pierre Thibault sur le chat par rapport à la référence au bon gouvernement. Jean-Pierre, à 2 reprises, a cité la fameuse fresque de Lorenzetti au Palazzo Pubblico de Sienne, mais il a fait 2 fois la même erreur. C'est pour ça que je le reprends. Et oui, Jean-Pierre, tu as dit le bon gouvernement. Non, non, non. Le titre de cette fresque, et c'est fondamental, c'est les effets du bon gouvernement. Les effets du bon et du mauvais gouvernement. Il y a la fresque en face, montre le mauvais gouvernement. C'est pour ça que c'est fondamental. C'est-à-dire que Lorenzetti, les frères Lorenzetti, ils peignent une fresque qui s'appelle « Les effets du bon gouvernement ». C'est-à-dire que la traduction spatiale d'une politique, ils la traduisent parce que ce n'est pas le bon gouvernement, ce sont les effets du bon gouvernement. Et on se focalise beaucoup, comme Julien Dossier l'a fait, sur la partie positive
de la fresque. Il est d'ailleurs venu à l'école du paysage en 2019 la présenter pendant les rendez-vous de l'histoire consacrés à l'Italie, mais on oublie malheureusement que dans cette fameuse fresque, il y a sur l'autre versant, alors bien sûr, l'autre partie de la fresque est à moitié détruite, mais il y a aussi les conséquences d'un mauvais gouvernement. Et cette fresque, elle est fondamentale parce qu'on a les effets du bon gouvernement sur un territoire où l'harmonie entre la ville et la campagne règne, mais on a aussi de l'autre côté les effets du mauvais gouvernement. Et il est à espérer pour nous que nous ne vivions pas la même aventure que Lorenzetti et les Siennois, puisque vous avez tous en tête qu'après avoir peint cette fresque, s'est abattue sur le monde la fameuse peste noire. Voilà, j'espère que ma conclusion, qui n'en est pas une sur la peste noire, ne nous amènera pas à la même chose avec le Covid. Merci énormément, Christophe, pour cette intervention. On a passé du temps, beaucoup, et donc je pense qu'il est temps qu'on ouvre le débat. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent intervenir puissent intervenir et donc prennent la parole pour vous poser, continuer à vous poser des questions importantes. Puisqu'il nous reste finalement 15 minutes au maximum pour avoir terminé la conférence. Et donc, que les questions importantes soient posées. J'imagine qu'il y a aussi des questions dans la salle et dans les salles virtuelles. Bonjour, Guillaume Coste, étudiant en 4e année. On a parlé des politiques et de leur rapport avec le paysage et les paysagistes. Et je m'interrogeais sur aussi d'interroger les grandes entreprises, les grands industriels qui transforment notre territoire sur des territoires privés où le public n'a pas forcément main mise. Et je me disais que c'était aussi un interlocuteur privilégié où le paysagiste devait se positionner. Donc, qu'est-ce que je mets un peu le sujet sur la table, qu'est-ce que on pourrait avoir à faire avec ces gens-là en tant que paysagiste? Je pense que la question s'adresse, je ne sais pas à qui tu l'adresses, Guillaume, mais donc je prends le micro parce que je suis le plus près, mais je laisserai la parole aux autres. Il est vrai que les paysagistes sont peu en relation avec les entreprises, les grandes entreprises, voilà. Ou alors dans des segments qui sont directement opérationnels pour eux et donc qui sont pas forcément les grands maîtres, on va dire, de la question et des enjeux autour de la transition. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre de la chaire paysage et énergie dont je m'occupe, et une chaire d'entreprise, moi j'avoue que quand j'ai pris cette responsabilité, c'était notamment par curiosité de cette manière pour ce monde que je connaissais mal. Ce que je peux dire, c'est simplement un témoignage, c'est le fait que les entreprises, enfin en tout cas un certain nombre d'entreprises importantes, notamment dans le domaine énergétique, se posent des vraies questions. Et ils ne se posent pas simplement des questions, ce sont des gens qui sont ils sont obligés d'être un peu efficaces, ils sont dans une logique d'entreprise, et de certaine manière, donc, ils évoluent plus vite. Ce que je constate aussi, c'est que les démarches paysagères les intéressent au plus haut point. Alors, évidemment, moi je suis en contact avec des gens dans ces entreprises qui probablement disposent d'un terreau fertile et peut-être qu'ils ne recouvrent pas la réalité de la sensibilité de l'ensemble de l'entreprise. Mais néanmoins, ils nous font travailler à partir de ces points d'entrée sur un élargissement de la préoccupation et de l'approche paysagère dans leur process, excusez-moi du terme, mais c'est un peu le terme, c'est-à-dire dans leur façon de travailler et dans les étapes de leur travail, de façon à ce que la culture paysagère percole et se diffuse à l'intérieur de leur entreprise. Parce qu'ils ont conscience que la démarche paysagère interfère ou même s'entrechoque assez fortement avec leur pratique d'ingénierie classique. Et donc, du coup, ils trouvent, d'une certaine manière, que cette confrontation produit des étincelles plutôt positives. Et donc, ça les intéresse au plus haut point. Donc, en termes de process,
de démarche de travail, et derrière, forcément, évidemment, en termes d'objectifs et de façon de travailler. Mais découvrir pour eux, par exemple, que la question du paysage ne se réduit pas à planter une tuya pour qu'on ne voit plus leur truc. Pour eux, ça paraît idiot, mais c'est une révélation. Ils sont super contents d'apprendre ça. Et donc, quelque part, à partir de ces petites choses, on arrive à aller vers beaucoup plus loin. Donc, je ne serais pas du tout dans le scepticisme généralisé sur le greenwashing des entreprises qui ont des visées tordues et perverses derrière, etc., etc. Pas du tout. Je pense que le monde de l'économie, il faut qu'on l'intéresse à la question du paysage. Je pense que c'est vraiment une très très bonne question que tu poses. C'est un des grands enjeux. Je me demande d'ailleurs si on a des économistes au sein du collectif PAP, voilà, ou suffisamment. En tout cas, voilà, c'est inévitable de certaine manière que. Et puis des représentants d'entreprises. Voilà des questions d'ouverture en effet qui me paraissent, parce que ce sont des maillons avec le politique qui sont importants. J'ai l'impression que Deux autres secteurs en complément qui pourraient être, parce qu'ils interfèrent directement avec le paysage ou indirectement. Le premier secteur, c'est tout ce qui est les grandes entreprises de travaux publics, c'est ceux qui font les TGV, les routes, les canaux, etc. Il y a eu un moment où le paysage était vraiment à l'ordre du jour dans les conceptions même des ouvrages publics. Personne ne niera que le viaduc de Millau aujourd'hui est un élément majeur du paysage et du futur patrimoine paysager de notre pays. Donc il y a là peut-être un terreau à cultiver en quelque sorte. Et en deuxième lieu, il y a tout ce qui concerne les entreprises du secteur agroalimentaire, celles qui sont en principe nos nourriciers et qui nous nourrissent à partir de champs cultivés avec de plus en plus de distance critique entre la population et les cultivateurs. Donc il y a peut-être là un travail à faire qui est déjà fait d'ailleurs pour un certain nombre de niches, en particulier les entreprises qui produisent ou qui commercialisent des produits de terroir ou des produits de label. Là, pour un négociant en vin du Bordelais, le paysage, c'est un truc sérieux. Moi, j'avais une question. Je veux bien également intervenir. Oui. Oui, j'avais une question sur un autre secteur, le secteur plutôt de la santé. J'étais sensible au fait que, Marcel, vous parliez du fait que certains paysages pouvaient être vecteurs de bien-être. Donc, c'était peut-être monsieur Thibault. Je m'interroge en fait sur aussi par rapport au fait qu'on bataille justement sur notre époque. Est-ce que vous pensez que le paysage peut être une bonne porte d'entrée aussi parce qu'on est dans une lignée qui s'inscrit dans d'abord hygiéniste, puis aujourd'hui très centré autour du bien-être. Est-ce que vous sentez une sensibilité, un intérêt vis-à-vis de la question du bien-être dans la ville ou dans les espaces publics, et qui peut être une bonne entrée pour les paysagistes, en tout cas pour travailler et commencer à impliquer des idées, des projets, des initiatives? C'est certainement une des dimensions de la communication. J'étais très bien intéressée par ce qu'a dit Christophe Degrelle tout à l'heure sur la notion de débat public. Et je pense qu'on a un travail à faire de sémantique ou de message qui est assez compliqué d'ailleurs. C'est en fait, quand on veut faire comprendre de quoi on parle, pour le moment, c'est assez difficile. Bertrand a dit, bon, effectivement, Après Pétrole, c'est une bombe, ça permet de dire les choses en un mot. Mais dès qu'on va en dire plus, on a besoin de 45 minutes. Et donc, on a certainement un effort de communication et dans lequel on peut, enfin, nous, au collectif, on s'y investit un petit peu. On a commencé à des infographies, des petits films qui essayent de montrer en 3 minutes un certain nombre de thèmes explicatifs. Et pour qu'il y ait débat public, il faut aussi qu'on comprenne bien de quoi on parle, quoi. Et donc, il y a beaucoup de façons de communiquer sur la question du paysage. Et en fait, effectivement, la notion de bien-être et de santé et d'équilibre environnemental, c'est très fondamental. Donc, il y a du travail pour tous. Pour le moment, on est 60 au collectif, mais on est bien conscient que si on était 6 000 ou 60 000 ou 60 millions, ce serait encore mieux. Et donc, pour ces questions, il y a besoin de force et de nouvelles énergies, de nouvelles inspirations. Et on ne peut pas s'étendre trop, enfin, nous n'arrivons pas à gérer plus de nombres que nous sommes actuellement, mais on est bien d'accord qu'il faut s'y mettre tous et qu'il y a vraiment la place pour chacun.
Oui, moi, très... je voulais bien réintervenir sur la question des relations avec les entreprises. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué brièvement l'importance de la relation entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Alors évidemment, les paysagistes se situent du côté des maîtres d'œuvre, mais côté collectivité locale, on travaille évidemment avec les grands groupes de services qui ont été cités, de BTP, de l'environnement, les Suez, Veolia, et on doit nous aussi faire passer le message que quand on construit une usine de traitement des ordures ménagères, une usine de traitement des eaux, quand on aménage une rocade, on fait paysage. Et donc, je crois que le dialogue, il est aussi très important avec les entreprises. Bertrand a évoqué tout à l'heure la chaire entreprise et paysage de l'école de Versailles. Moi, je lance un petit peu un appel en quelque sorte à Lolita comme directrice de l'école de Blois. Je crois que en parallèle de la chaire d'entreprise énergie et paysage de Versailles, nous pourrions essayer de nous mobiliser pour créer une chaire d'entreprise paysage et mobilité. Je sais qu'à Versailles, la question des transports n'est pas oubliée, mais la thématique mobilité est une vraie réflexion. On a la chance d'avoir des groupes qui travaillent beaucoup avec le secteur public, Keolis, Veolia, la SNCF, RATP Dev, et je crois que les contacter pour réfléchir à la création d'une chaire d'entreprise paysage et mobilité pourrait être une très bonne chose. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, il y a eu un ouvrage écrit par Marc Desportes, Paysage en mouvement, qui était un ouvrage très intéressant qui montrait comment depuis le XVIIIe siècle, notre perception du paysage avait évolué avec les modes de transport. Et je me souviens que chaque année, à l'école de Blois, il y a des étudiants qui, dans le cadre de leur TFE, mettent au cœur du projet de paysage la question des mobilités. Donc je crois qu'on pourrait développer cette réflexion et interpeller les entreprises qui interviennent sur ces politiques publiques. J'ai entendu parler du fait que la SNCF était en train de mettre au point un truc de ce genre à Versailles, à l'école de Versailles. Mais comme vous le dites tous, plus on trouvera des relations de travail nourries avec le monde économique, plus on arrivera à l'humaniser, si on peut dire, et c'est indispensable. Donc, quand on s'approche des entreprises, on s'aperçoit qu'effectivement, ils font partie du jeu. Ce n'est pas uniquement le marché et des mauvais acteurs et un épouvantable capitalisme, c'est aussi des forces sociales. C'est partie des traits d'union ou des marches qu'évoquait Olivier tout à l'heure, en effet. Et la question de Jeanne qui suit celle de Guillaume est très complémentaire en réalité. Je renverrai très rapidement vers le dernier livre de Pierre Vence, qui est un économiste, et qui dit qu'il faut faire, qui s'appelle l'économie désirable, je crois, et qui est intéressant parce que d'une certaine manière, c'est un économiste qui s'intéresse à la question de la transition. Donc pour nous, c'est assez précieux. Et en fait, il dit que il faut qu'on fasse évoluer les champs de l'économie dans certaines directions, et notamment vers ce qu'il appelle l'économie, je crois, humano-centrée, et qui est complètement en lien avec celle de la santé. Voilà. Donc, voilà, là, il y a des champs, de certaine manière, de développement d'une économie qui peut, de certaine manière, prendre sens et surtout porter la transition. Oui. Sur paysage et mobilité, il existe encore des braises rougeoyantes de la grande époque où on construisait le viaduc de Millau et on faisait le 20% de paysage sur les nouvelles infrastructures autoroutières. Il y a un petit concours annuel organisé par l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité qui s'appelle Infrastructures pour la mobilité, biodiversité et paysage. Et tous les ans, on décerne un certain nombre de prix et de mentions spéciales pour des résultats très intéressants faits à l'initiative beaucoup de collectivités, mais parfois aussi d'entreprises, puisque le concours est ouvert aux grands opérateurs des travaux publics et très largement soutenu par la Fédération nationale des transports. Donc, il y a des choses qui existent. Je voulais juste dire un mot aussi sur paysage et santé et bien-être. La santé au sens de l'OMS, c'est un état de bien-être général, même en l'absence de maladie. Et donc là-dessus,
un certain nombre de nos voisins européens ont fait des travaux intéressants, plus avancés que chez nous. Chez nous, ça se résume bien souvent au jardin thérapeutique des hôpitaux dans la catégorie gériatrie, hein, pour soigner les démences séniles. Bon, c'est déjà ça. Enfin, c'est pas énorme. En revanche, les Anglais ont fait une très jolie plaquette qui s'intitule en anglais Creating Healthy Place. Je ne sais pas comment traduire ça. Des espaces qui sont bons pour la santé. Et les Suisses ont fait aussi une brochure sur le paysage et la santé qui montre des choses très concrètes sur la manière dont le regard est apaisé ou pas par une certaine logique de composition spatiale et une assez bonne harmonie entre la nature et l'anthropique. Donc c'est des choses qui existent, mais qui sont effectivement une clé d'entrée énorme. Quand le premier confinement s'est passé, très curieusement, enfin pas très curieusement, beaucoup de nos concitoyens sont partis à la campagne. Alors, la campagne est-elle bonne pour la santé? En tout cas, elle présente un paysage que nos concitoyens ont jugé plus propice à l'isolement et à un bien-être en isolement. Bon, à creuser. Une question dans la salle? On a encore le temps pour une ou deux questions. Effectivement, pendant que vous cherchez des questions, je profite pour effectivement dire que tout ça, ça résonne, enfin la question des économies et des mobilités, ça résonne beaucoup pour nous dans les écoles, je pense, sur le rapprochement entre les ingénieurs et les paysagistes, et que effectivement, leur difficulté à spatialiser, à avoir une culture plutôt d'objets reproductibles, alors que les paysagistes sont dans cette culture de contextualisation permanente, un rapprochement de ce type, ça concerne les écoles, pourrait permettre réellement d'accélérer les consciences et les actions de manière professionnelle. Sortir du high-tech, avoir un nouvel esprit qui soit lié à une chimie et ralentir. C'est ça, c'est surtout ralentir est plus urgent qu'accélérer. Mais justement, alors une question, s'il n'y en a pas trop dans la salle virtuelle, mais qu'on a peut-être mal à voir, n'hésitez pas. Je serai vraiment bref. Comment le collectif PAP se positionne vis-à-vis de l'éolien et du solaire? Parce que c'est une petite ambiguïté pour moi dans ma lecture. Bon, il y a un mot là-dessus? Oui. On avait fait un communiqué un peu sibyllin il y a quelques temps, quand il y avait eu un plan de relance de l'éolien, qui s'appelait, je crois, Libérer les éoliennes. On avait dit libérer, oui, mais par le paysage. Pourquoi? Parce que d'abord, dans nos principes qu'on a montrés tout à l'heure, on s'applique à parler de ressources locales, à parler de participation. Ce qui a posé problème dans la première vague de mise en place des éoliens, c'est le côté opportuniste, le côté un peu camouflé vis-à-vis du citoyen et du voisin, et le côté parfaitement chaotique de l'implantation. Il nous semble que, et c'est la position qu'on a défendue devant le groupe de travail dans lequel on nous avait très gentiment conviés au ministère de la Transition écologique. On a donc dit, premièrement, prenez le territoire comme unité de base, territoire d'intercommunalité, enfin là où il y a en tout cas une pertinence paysagère et une pertinence de circuit court d'approvisionnement en énergie. Prenez ensuite l'ensemble des questions énergétiques et pas simplement la question de l'éolienne toute seule, parce que sinon on parcellise. Et on a dit qu'il ne fallait pas parcelliser. Donc prenons l'énergie, économie d'énergie, efficacité énergétique, mix énergétique de renouvelables, en fonction des ressources locales. S'il y a du vent, on prend le vent. S'il y a du soleil, on prend le soleil. S'il y a de la biomasse, on prend la biomasse et ainsi de suite. S'il y a de la forêt, évidemment, ou s'il y a de l'eau courante, on prend l'hydroélectricité, qui est pas mal aussi en termes d'impact paysager quand on construit des grands barrages. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on partage avec l'ensemble de la population. Et une fois qu'on a partagé, il faut qu'on analyse comment le paysage se configure, pour pas qu'on fasse de contresens. On peut installer des éoliennes sur une ligne de crête, mais il faut que ça soit à partir d'une
d'un projet assumé d'implantation de ces nouveaux éléments de paysage à tel endroit ou à tel autre. Et les habitants sont capables de dire aux producteurs d'éoliens, voilà où vous pouvez vous installer parce que ça nous semble intéressant et ça ne va pas nous perturber et au contraire nous créer peut-être un élément de signal qui soit intéressant. Alors évidemment, une fois qu'on a implanté un rideau d'éoliennes, si on implante un deuxième, un troisième, un quatrième, on aboutit à de la saturation. Si on implante un rideau d'éoliennes en surlignage d'une structure paysagère intéressante qui existait auparavant, on est dans quelque chose que les gens vont considérer à juste titre comme insupportable. Tous les défenseurs du patrimoine, entre guillemets, hostiles à l'éolien, montrent à l'envi le petit village d'Avignonnais-Lauragais. On y passe tous quand on va de Toulouse à Carcassonne ou à Montpellier, dans lequel on a un magnifique village-rue en briques rouges, une église mur-pignon, etc. Et puis juste derrière, on a les éoliennes qui tournent. En gros, on a fait de la concurrence déloyale vis-à-vis de cette pauvre structure préexistante. Mais dans certains cas, il n'y a pas de structure préexistante. Et là, on est en train d'en créer une. C'est-à-dire qu'on peut très bien, l'éolien n'est pas un gros mot pour le paysagiste. De toute façon, il est incamouflable. Donc, fatalement, non seulement parce qu'il est grand, mais en plus, il tourne. Et en plus, il est de plus en plus grand. Donc, comment fait-on? On essaye de travailler avec les lignes de force, avec les éléments qui permettront précisément de faire de l'éolien un nouvel élément intéressant du paysage d'après-pétrole. Merci. On a une question encore dans la salle. Je vais donner le micro, la parole à Mekli. Oui, donc j'ai déjà posé une question, j'en propose une, mais c'est plus une invitation cette fois pour le collectif Après-Pétrole. Ici à l'école, on fait partie du groupe INSA, l'Institut national des sciences appliquées, qui forme des ingénieurs partout en France. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer une petite vidéo d'un scientifique qui s'appelle Étienne Klein, et qui est bien connu, et qui soulignait le manque de présence des ingénieurs dans le monde on va dire, public, du positionnement des ingénieurs de leur démarche, de leur façon de voir les choses. Et on a souligné ça un peu avec les paysagistes qui manquent de visibilité auprès du grand public. Et je voulais dire que peut-être c'était dans les écoles d'ingénieurs de promouvoir aussi cette vision des choses, là où il y a un peu un choc idéologique qu'on vit ici, nous, à l'école, qu'on essaye depuis peu de faire apparaître au grand jour. Et donc voilà, c'est une remarque. Catherine, est-ce qu'on a encore le temps pour une toute petite question éventuellement? On a encore le temps d'une question. Oui. Et dans la salle virtuelle. Dans la salle virtuelle ou dans la salle réelle? Il n'y a pas de question dans la salle virtuelle. Juste sur ce plan, sur cette question des ingénieurs et des étudiants ingénieurs, c'est sûr qu'à terme, on aimerait que toutes ces questions soient enseignées officiellement, mais en prodrome à ces choses-là, PAP organise des stages sur des questions de territorialisation de transition énergétique. Et en fait, c'est un succès très grand auprès des étudiants venus de corps différents. Donc, il y a à la fois des paysagistes, des agronomes et des ingénieurs. Gaël Desdésert, qui intervient activement dans le dialogue, là, a coordonné un stage de ce genre à l'automne dernier. Par ailleurs, elle évoque le fait qu'une des marches que nous pouvons travailler, c'est la question de la territorialisation et des partenariats territoriaux. Et à cet égard, on se réjouit beaucoup du plan de perspective de faire notre prochaine réunion papiste avec notre AG, mais aussi des animations publiques et avec les étudiants, donc dans le pays des châteaux, avec Christophe qui est donc là, et qui il faudrait qu'on discute tout à l'heure par ailleurs de ce projet précisément. C'est en regardant ce qui se passe dans un territoire qu'on regarde effectivement comment les élus font de la prose et qu'on leur explique qu'effectivement, on peut aller encore faire une prose encore plus belle. Et du coup, on parlera de paysage ensemble. Mais la première chose, c'est qu'est-ce qui se tricote sur les territoires. Et très souvent, ils se tricotent des tas de choses très, très fantastiques, en fait. Et la question, c'est de les pousser, de les pousser dans le sens de quelque chose qui soit plus productif, plus équitable et plus environnemental. Eh bien, Odile, merci beaucoup de cette remarque. C'est vrai qu'on a une perspective, effectivement, de se retrouver, effectivement, en avril sur ces questions avec Paysage après pétrole, Agropolis, et représentant aussi donc l'ensemble du Pays des Châteaux et donc des manifestations ici à l'école. Peut-être que les élèves ne seront pas tous là, effectivement, à cette époque.
Et donc, je crois qu'on peut remercier toute la salle et toutes les salles virtuelles pour leur présence, remercier très chaleureusement le peuple d'avoir été au rendez-vous de ces échanges. Et bien sûr, on aurait encore de très nombreuses discussions. On est dans l'obligation d'évacuer nos locaux à l'heure. Et merci chaleureusement à Christophe Dugruel pour toutes les propositions et les propos motivants qu'il développe et qu'il faut absolument continuer, sur lesquels il faut absolument continuer de s'appuyer pour avancer. Merci Bertrand à toi pour tes interventions et ces remarques très pertinentes. Vous pouvez peut-être applaudir aussi les intervenants. Vous ne pouvez pas remercier très chaleureusement l'école et particulièrement Catherine et Bertrand d'avoir organisé ce débat qui nous paraît très prometteur. On est très fiers d'avoir eu l'écoute des étudiants et on espère qu'on va pouvoir continuer à avancer avec la plus grande vigueur vers ces sujets qui nous requièrent, comme on dit dans un langage un peu lourdingue. Oui, j'espère qu'on aura des occasions de recommencer et d'avoir plus de temps dans les débats avec tout le monde. Merci. Merci.